Je viens vous parler du nouvel ordre sexuel mondial, voilà, de Kinsey à l'ONU, les élites contre la civilisation. Alors ça vous peut éventuellement vous surprendre d'entendre que je suis historienne et que je viens vous parler du nouvel ordre mondial. Eh bien, il y a quand même un lien, parce que je suis devenue historienne pour percer des mystères concernant les trafics d'enfants que je voyais dont je voyais la réalité aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, c'était il y a 20 ans, 25 ans. C'est-à-dire que quand j'ai découvert certaines réalités touchant à ce qu'on faisait aux enfants, j'ai trouvé cette réalité tellement atroce, tellement abominable, tellement énorme, que je me suis dit que pour la comprendre et pour lutter contre, il fallait la prendre à revers, parce que de face, il n'y a que des coups à prendre et aucune efficacité à avoir. Et je l'ai pris à revers dans le temps, non pas dans l'espace, parce que dans l'espace je suis resté en France, il y a des gens qui sont obligés de s'expatrier pour pouvoir faire quelque chose. J'ai pris à revers le problème dans le temps, c'est-à-dire que je suis allé regarder comment ça se passait hier. Voilà, donc ça a fait l'objet de différents livres, notamment un livre qui s'appelle La Marche Rouge, qui raconte, et je crois qu'il doit y avoir un ou deux exemplaires ici, qui raconte comment à l'époque du roi Louis XV, en 1750, la police enlevait des enfants dans les rues. Et ça raconte également comment les parents, à l'époque, se sont révoltés et ont fait vaciller le pouvoir. Le pouvoir a été obligé non seulement de rendre les enfants, mais de mentir comme un arracheur de dents pour nier le fait et pour calmer la population. Voilà, ça a été un épisode extrêmement violent qui s'appelle la Marche Rouge. Pourquoi est-ce que j'ai appelé ça la Marche Rouge? Parce que un an ou deux avant que je commence mon enquête, il y avait eu en Belgique une marche blanche, si vous vous souvenez. C'était le début de l'affaire Marc Dutroux. Les parents étaient sortis avec des foulards blancs et des petits ballons blancs. En 1750, c'était pas blanc, c'était rouge sang. Il y a eu des morts parmi les enleveurs d'enfants et ce sont les parents qui s'en sont chargés. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de l'histoire. L'histoire de mon engagement. Maintenant, je ne vais pas vous parler histoire aujourd'hui, je vais rapatrier mon centre d'intérêt vers ce qui nous intéresse aujourd'hui et pour le futur, c'est-à-dire le nouvel ordre sexuel mondial, qui est une réalité absolument terrifiante, dont on retrouve trace, alors on peut en retrouver trace très très loin en avant, mais il y a une trace écrite qui est facile à retrouver, qui a été intitulée par les gens qui l'ont diffusée, le nouvel ordre des barbares. Alors, de quoi s'agit-il? Le 20 mars 1969, figurez-vous qu'à cette époque-là, j'avais 18 ans, a été donnée aux États-Unis une conférence donnée par un certain docteur Richard Day. Cette conférence s'est faite à huis clos, elle concernait des médecins et des décideurs susceptibles d'avoir, dans la société américaine, une influence. Ces décideurs ont été fermement conviés à ne pas prendre de notes et à bien écouter ce qu'on leur disait, à ne pas prendre de notes. Ça veut dire qu'il fallait, on annonçait des nouvelles absolument terribles, vous allez voir à quel point, et un des participants, qui s'appelle le docteur Lawrence Donegan, qui est un médecin pédiatre catholique, n'a pas pris de notes, mais en sortant de la conférence, a tout couché sur le papier et a publié 20 ans plus tard, c'est-à-dire en 1989, un document qu'on a appelé le Nouvel Ordre des Barbares. Voilà. Donc c'est ce nouvel ordre des barbares dont je vais commencer par vous parler. Et en fait, qu'est-ce que c'est que le nouvel ordre des barbares? C'est le programme du nouvel ordre mondial. Voilà. Donc nous sommes dedans à l'heure actuelle, vous voyez, ça remonte pas d'hier. 1969, c'est déjà quelques décennies sont passées, et nous sommes à l'heure actuelle en pleine application de ce nouvel ordre des barbares. Voilà. Alors, quelques postulats de départ ont été énoncés au début de cette conférence du Dr Day qui disait: la population mondiale s'accroît trop vite. Si le nombre de gens vivants de la planète continue d'augmenter, ça va être la catastrophe pour tout le monde, donc il faut restreindre le nombre d'humains. Sinon, disait le docteur, nous manquerons d'espace vital, il n'y aura plus suffisamment de place pour tout le monde, notre nourriture deviendra insuffisante, et avec nos déchets, nous allons créer une superpollution du monde. Alors je confirme, moi qui suis de cette génération-là, que à partir effectivement de 68-69, on a commencé à parler en permanence de pollution, de gestion des déchets, ce dont on ne parlait pas avant. Voilà. Alors, une information que je vous donne, je ne suis pas démographe, mais je connais certains démographes.
Et je me suis laissé dire, et ce sont des informations qu'on est tout à fait susceptible de retrouver, que l'information est fausse concernant la surpopulation. Les chiffres qu'on nous annonce en matière de population mondiale sont faux. Ils sont truqués. Ils sont truqués précisément pour faire appliquer le nouvel ordre des barbares. Donc, en fait, la population mondiale, à l'heure actuelle, est en phase imminente d'effondrement. Imminente d'effondrement, c'est-à-dire que la décroissance de la population mondiale est déjà amorcée, et elle était déjà amorcée en 1969, contrairement à ce qu'ils disent, et là, nous sommes au bord de l'effondrement démographique mondial, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'on nous raconte. Donc, partant de ce postulat mensonger, les solutions sont annoncées qui disent « il faut que les gens demandent la permission d'avoir des enfants ». Les gens ne peuvent pas avoir la permission d'avoir des enfants, disent-ils, sous le prétexte qu'ils désirent en avoir. Désirer avoir des enfants, ça devient un prétexte. Ou qu'ils ont été négligents. Négligents. Avoir des enfants, c'est être négligent. Et il faudra un permis de faire des enfants. Alors, nous n'en sommes pas encore là, mais renseignez-vous sur ce qui se passe en Angleterre, renseignez-vous sur ce qui se passe notamment auprès de familles nombreuses en Europe occidentale. De plus en plus, les services sociaux retirent les enfants à des familles nombreuses. En Angleterre, c'est encore plus grave que ça. On retire les enfants aux pauvres. Une famille pauvre, une femme isolée pauvre qui fait un enfant va se le voir retirer au nom de la protection de l'enfance. C'est en cours. C'est en cours. C'est déjà appliqué en Angleterre. Voilà. Donc, en attendant qu'on distribue des permis d'avoir des enfants, on promeut ce qu'on appelle la planification familiale, en anglais planning familial. Qui est à l'origine du planning familial qui a fait l'objet de scandales absolument retentissants il y a 1 an ou 2. Ils vendent des pièces détachées de fœtus encore vivants c'est absolument terrifiant. Le planning familial faisait partie d'ailleurs des cibles de Donald Trump au moment de sa campagne électorale. Il a dit qu'il couperait les vivres au planning familial et je crois que c'est en cours. C'est une association d'importance mondiale qui est extrêmement riche et Donald Trump avait pris l'engagement de lui scier les pattes. Je crois que c'est en cours. En attendant, qui est à l'origine du planning familial? C'est une américaine militante eugéniste qui s'appelait Madame Margaret Sanger, une très belle dame, très jolie femme, très élégante, qui a fait partie dans les années 1920 de ces féministes qui ont défrayé la chronique. Et je vous cite un petit florilège des plus belles déclarations de Margaret Sanger qui a inventé et mis sur pied le planning familial. Elle disait « L'acte le plus charitable qu'une famille nombreuse puisse faire pour l'un de ses enfants en bas âge est de le tuer. » Elle disait également « Les services de maternité pour les femmes des taudis sont nuisibles à la société. La charité ne fera que prolonger la misère des inaptes. » Alors, pauvre, inapte. Elle fait une relation directe entre la pauvreté et le handicap social. La pauvreté est une tare. Moi qui ai fait de l'histoire et notamment des services sociaux, je peux vous dire que c'est exactement avec ça qu'on a créé, avec des arguments comme ça, qu'on a créé l'hôpital général en son temps, à l'époque de Louis XIII et de Louis XIV. Elle disait aussi, elle a écrit en 1934, « Aucune femme et aucun homme n'auront le droit de devenir parents sans un permis de parenté. » C'est ça le programme du planning familial. Et le planning familial a encore pignon sur rue en France, et combien? En France, c'est un certain Pierre Simon qui, en 1956, c'est-à-dire 20 ans après, les dernières grandes déclarations tonitruantes de Margaret Sanger, c'était 1934. Là, on arrive en 1956, en France, un certain Pierre Simon, franc-maçon, il va s'inspirer de Margaret Sanger pour fonder une association qui va s'appeler Maternité heureuse. Maternité heureuse, c'est-à-dire qu'on prend la chose et on la renverse. On ne veut plus que les femmes fassent d'enfants, on va appeler ça maternité heureuse. Et maternité heureuse va être la branche française du planning familial. Le planning familial, en tant que fédération internationale, s'appelle l'IPPF, International Planned Parenthood Federation, c'est-à-dire Fédération internationale de planification familiale. Et au début, la branche française s'est appelée Maternité heureuse et elle a été subventionnée par la fondation Rockefeller.
Voilà, comme un certain Kinsey, comme tout le monde se retrouve. Au sein du PPF français était un franc-maçon de la Grande Loge de France qui s'appelait Richard Dupuis et un autre qui s'appelait Daniel Meyer de la Ligue des droits de l'homme. Alors s'il est une association maçonnique, c'est bien celle-là. Alors j'ai traîné mes guêtres à la Ligue des droits de l'homme. Moi j'ai même été cadre à la Ligue des droits de l'homme. Puis un jour, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui touchait à la défense des enfants, hop, on m'a fichu dehors. C'est marrant ça, c'est bizarre. Hein. Oh, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. C'est rigolo. Il y a toujours des gens qui trouvent que je parle trop ou que je parle mal. Voilà. En mai 68, ces gens ont publié un rapport Simon, le fameux Simon, sur le modèle du rapport Kinsey. Le rapport Kinsey avait été publié, je vous en reparlerai tout à l'heure, le rapport Kinsey avait été publié à la fin des années 40 et dans les années 50 sous forme de 2 rapports sur la vie sexuelle des hommes et la vie sexuelle des femmes américains, et à partir de ces rapports Kinsey a été amorcée la révolution sexuelle qui effectivement est arrivée en France en mai 68. Hein. Alors j'y étais, moi je pourrais vous raconter ça, ce sont des épisodes extrêmement tristes. On peut trouver ça graveleux et rigolo. Quand on est passé au travers et surtout quand on s'est sorti, on trouve ça beaucoup moins drôle. Alors, quel était leur programme? Ils voulaient changer la loi de 1920 qui interdisait l'avortement, ainsi que l'utilisation et la diffusion de tout moyen contraceptif en France. Les autorités françaises ont estimé en leur temps que la contraception était contraire aux intérêts de la France et que l'avortement était un crime. Il fallait absolument revenir sur ces lois. Alors en 1960, Maternité heureuse est devenu le mouvement français pour le planning familial. On aurait pu dire la planification familiale, puisque c'est du français et que planning c'est de l'anglais, je suis désolé, planning c'est planification. Et on l'a appelé le planning familial et l'association a adhéré à International Planned Parenthood Federation, c'est-à-dire le fameux IPPF américain dont je vous ai dit qui l'avait porté sur les fonds baptismaux. Alors, la nouvelle orientation pour les activités sexuelles va être mise en œuvre à partir de ces années-là. Qu'est-ce qu'on promeut dans ce nouvel ordre des barbares? Parce que là, je reviens à la conférence du Dr. Day. Il dit, il faut du sexe sans reproduction et de la reproduction sans sexe. On touche le bout de l'abjection et du non-sens. Il n'y a pas de sexe sans reproduction. Le sexe, c'est mâle plus femelle pour donner la vie, point. Tout ce qui est autour est contingent. À l'origine, le sexe est un mode de reproduction de la vie. Point. Faire du sexe sans reproduction et de la reproduction sans sexe, c'est mettre les choses sans dessus-dessous. À quel titre va-t-on renverser les choses? Qui a donné mandat à ces gens de renverser ce que la nature, la culture et la civilisation ont mis sur pied à partir de données qui sont simplement les données de la vie? Ils disent, les activités sexuelles doivent être séparées de la reproduction, or elles procurent trop de plaisir et les impulsions sont trop fortes pour qu'on puisse s'attendre à ce que les gens y renoncent. On veut faire baisser le niveau de population, mais on sait que les gens ne renonceront pas à avoir des activités sexuelles parce que l'impulsion est trop forte. À qui le dites-vous? Je pense que tout le monde l'a noté. La pulsion sexuelle, c'est quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement violent et d'extrêmement irrépressible. Enfin, irrépressible, non. Oui, la pulsion est irrépressible. Maintenant, on peut résister à ces pulsions. Mais la pulsion en elle-même, je veux dire, qui peut résister à la puissance d'un sentiment amoureux? Quand ça vous tombe dessus, c'est effectivement, ça déplacerait les montagnes. Or, il faut séparer, disent-ils, le sexe de la reproduction, c'est-à-dire il va falloir faire en sorte que les activités sexuelles soient ni plus ni moins séparées et de la reproduction, et vous allez voir du sentiment également. Et c'est là que l'effondrement va avoir lieu. Alors ils disent, il n'est pas pratique d'introduire des produits chimiques dans la nourriture ou l'eau potable pour réduire l'impulsion sexuelle. C'est-à-dire qu'ils ont voulu essayer, ils y ont pensé. On pourrait mettre des trucs... comme on faisait aux soldats, on mettait du bromure dans l'eau potable et puis ça les calmait entre 2 assauts pour pas qu'ils aillent violer les civils. Donc c'est pas pratique, on pourra pas baisser la population mondiale avec ça. Alors la stratégie ne doit donc pas consister à réduire l'activité sexuelle, on n'y arrivera pas, mais à l'accroître sans que les gens fassent des bébés. C'est-à-dire puisqu'on peut pas supprimer la pulsion, on va la détourner et on va la détourner de sa nature, de sa raison d'être, qui est la reproduction de la vie. Donc, ils disent, et ils prévoient, il n'y aura pas de sexe. Il y aura sexe sans reproduction, et grâce à la technologie, il y aura reproduction sans sexe. Et on y est.
On y est. C'est la GPA, c'est la PMA. Rendez-vous compte, ça date de 1969. On y est, là. Et on a inventé le fameux mariage triste, là, enfin, il paraît qu'il est gay, moi je le trouve très triste, prétendument pour préparer la GPA. Souvenez-vous, pendant la campagne pour le mariage pour tous, des gens disaient, ça va ouvrir la voie à la GPA. Mais non, mais c'est pas vrai, vous êtes... Toc, immédiatement derrière, c'est arrivé. C'est arrivé. À partir du moment où on va considérer comme mariage une union stérile, puisque 2 hommes ou 2 femmes, c'est rigoureusement stérile, après, par la suite, on va pouvoir introduire la reproduction sans sexe, et on y est. On y est. Alors, c'est ce qu'on trouve dans la déclaration des droits sexuels de l'IPPF 2008. En 2008, un document est sorti qui a été repris par l'ONU, qui s'appelle les droits sexuels, et cette déclaration des droits sexuels, alors j'ai écrit un petit bouquin, je vous le montre ici, qui a été publié chez Sigest. Alors on me dit, était fâché avec Contre-Culture, pas du tout, c'est simplement une commande. Donc, à partir du moment où un éditeur vous demande un livre, si vous avez le temps de le faire, vous le faites. D'ailleurs, il est distribué sur plusieurs sites. En 2008, l'ONU a publié et a repris à son compte une déclaration du planning familial qui demande les droits sexuels pour tous. Maintenant, le sexe va rentrer dans le droit. Alors ça veut dire, accrochez-vous, si le sexe devient objet de droit, il va y avoir des intrusions dans votre vie privée inévitables. Il va forcément y avoir normes, il va forcément y avoir règles, il va forcément y avoir répression. C'est l'horreur, c'est l'horreur. C'est véritablement, c'est le loup dans la bergerie, c'est la police, on appelle ça vulgairement la police des braguettes, mais on y est. La police dans la vie intime et privée des gens. Suite de la déclaration des déclarations du Dr Day, l'avortement sera subventionné comme moyen de maîtriser la population. Alors moi, je me souviens très bien des arrivées de Madame Simone Veil au Parlement français quand elle disait « Non, ça ne sera pas la règle, c'est une situation d'urgence, c'est pour régler des situations d'urgence. » Je crois tout à fait à sa sincérité, parce que je n'ai pas de raison de ne pas croire à sa sincérité. Elle voulait que le droit à l'avortement règle des situations d'urgence et d'exception. Non seulement maintenant l'avortement n'est plus promu dans situation d'urgence, mais il est promu comme un moyen, comme une priorité nationale. Je le raconte dans le livre Les droits sexuels, l'avortement est devenu une priorité nationale. Pendant des générations et des générations et des siècles, les gouvernements ont promu la natalité, la maternité, la famille. Maintenant, on promeut la mort. C'est vraiment l'application de ce plan. Donc, l'avortement sera considéré comme normal et subventionné par les impôts pour les ménages qui ne pourraient pas se le payer eux-mêmes. On y est. On y est. L'avortement. Alors ça, c'est les slogans des féministes. Moi, je les ai connus, les féministes. J'en ai fait partie au début. Je me suis encore fait virer, tiens, des féministes. C'est partie des trucs où ça marchait jamais. Ça marchait jamais pour moi. Tous ces trucs-là, je me suis fait virer successivement. Et effectivement, les féministes, en son temps, disaient avortement libre et gratuit et remboursé par la Sécu. Ah bon? Ah bon? Et la maternité? C'est libre et gratuit et remboursé par la Sécu aussi? Si les cours d'éducation sexuelle à l'école provoquent davantage de grossesses d'adolescentes, parce que tout ça, il faut que ce soit promu par l'école, alors ils disent, si les cours d'éducation sexuelle provoquent davantage de grossesses, il n'y aura pas lieu de s'inquiéter. Pourquoi? Parce que quand les parents qui sont opposés à l'avortement pour des graves motifs moraux vont voir leur fille arriver avec le ballon, ils vont dire, ah ben non, l'avortement c'est bien. C'est de la corruption. C'est de la corruption des familles. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. On a tellement promu le sexe à tous les âges que finalement les filles se retrouvent enceintes, donc tout le monde se retrouve peu ou prou pour l'avortement. C'est véritablement de la corruption à très très grande échelle. Donc aujourd'hui, l'avortement est considéré comme une priorité nationale. J'ai vu les textes. J'en donne les références dans mon livre sur les droits sexuels. On trouve sur Internet des textes émanant du gouvernement. Alors en l'occurrence, c'était le gouvernement socialiste, c'était la fin des années Hollande. L'avortement est considéré comme une priorité nationale. Et on forme des sages-femmes qui sont là pour accoucher. Une sage-femme accouche une femme. On forme des sages-femmes à l'avortement médicamenteux. Ni vu ni connu, pas une petite piqûre ou un petit machin. Et on peut promouvoir l'avortement partout. Aujourd'hui, il existe un délit d'entrave numérique pour toute information qui ne va pas dans ce sens. Le délit d'entrave numérique, ça veut dire, vous avez un site qui dit, vous avez 17 ans, vous avez 18 ans, vous êtes enceinte, venez nous voir, on a peut-être une solution qui ne sera pas la mort.
délit d'entrave au droit de l'avortement. On peut vous poursuivre ou vous fermer votre site. Vous n'avez pas le droit d'informer sur d'autres solutions que l'avortement. Et je vous dis, vraiment, j'en suis sûr, et je l'ai malgré moi et pour mon malheur expérimenté, une femme qui à l'heure actuelle se trouve, à l'heure actuelle, et depuis fort longtemps, parce que moi j'ai largement passé l'âge, mais j'ai été jeune également, une jeune femme qui se trouve à l'heure actuelle enceinte, en situation de détresse, n'a aucune autre solution que de passer par la case avortement. Aucune. Ou alors c'est la clandestinité. L'autorisation, disent-ils, est donnée aux filles d'avorter gratuitement sans que leurs parents soient informés. C'est ça qui se passe. On donne dans les lycées, dans les collèges, la possibilité aux filles d'avorter sans que leurs parents soient informés. Et tenez-vous bien, j'ai trouvé ça dans la Déclaration des droits sexuels, c'est d'une hypocrisie monstrueuse. On laisse le choix aux gamines d'informer leurs parents si elles en ont envie. Ben, dis donc, encore heureux. Vous imaginez si on leur interdisait? C'est-à-dire que, oui, vous avez le droit de dire à votre papa. C'est ça. Je vais dire à papa, je suis enceinte, et de tarte en fion, je sais même pas lequel, enfin je veux dire, on a fait ça à la sortie des classes. Voilà, est-ce que tu m'autorises à avorter? C'est évident que la fille va rien dire. Alors on lui donne l'autorisation d'avorter à l'infirmerie de l'école. En attendant la suite, écoutez bien, il y a une philosophe française qui s'appelle, italienne, qui s'appelle Francesca Minerva. Elle a écrit en 2012, tenez-vous bien, que les médecins, c'est une philosophe, c'est simplement elle a fait cette déclaration parce que on l'a sollicité de dire ce qu'elle pensait, et comme elle est philosophe, elle pense sagement. Donc elle a publié un texte dans lequel elle disait que les médecins doivent pouvoir tuer des nouveau-nés qui n'ont pas de droit moral à la vie s'ils ne sont pas désirés. Attendez. Un nourrisson n'a pas de droit moral à la vie si sa mère et son père ne l'ont pas désiré, donc on a le droit moralement de le tuer. Alors vous savez ce qui est arrivé à cette malheureuse docteure Francesca Minerva? Elle a reçu sur internet une levée de bouclier, mais des menaces de mort. Elle a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit? Elle dit, mais vous n'avez pas entendu ce que vous avez dit? Elle dit, mais je comprends pas, c'est juste des idées. Ben oui, mais ça commence toujours comme ça. Ça commence toujours comme ça. Et si on la promeut comme philosophe et qu'elle dise, bon, bah écoutez, maintenant, faut quand même pas rigoler. L'avortement, ça suffit pas. Maintenant, faut faire de l'infanticide. Parce que ça, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est comme ça que ça s'appelle. Et on a des philosophes maintenant qui promeuvent ça. Mais dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Je reviens aux déclarations du docteur Day. Il dit, en matière sexuelle, tout sera permis. Et l'homosexualité doit être encouragée. Ça vous dit quelque chose? Alors écoutez, on n'a pas à juger de l'appartenance, on n'a pas à juger de l'état d'une personne en fonction de ses désirs sexuels. Je veux dire, si on est homosexuel, c'est probablement, et vraisemblablement, on n'y peut rien. On est comme ça. De là à promouvoir l'homosexualité, il y a un monde, il y a un gouffre. Et c'est dans ce gouffre que nous sommes en train de tomber, que nous sommes déjà tombés et que nous nous débattons. Aujourd'hui, l'homosexualité est promue comme une norme. J'ai vu, et j'en parle également j'en donne la référence dans mon livre sur les droits sexuels, une tournée d'intervention dans les écoles et collèges faite par Madame Vallaud-Belkacem du temps qu'elle était ministre de l'Éducation, où elle va dans les écoles et elle dit il n'y a pas entre un homosexuel et un hétérosexuel de différence, il n'y en a pas un qui est bien et l'autre qui est mal, tout est normal. Je suis désolé, mais non. D'abord parce que homosexualité est un non-sens, le mot homosexualité est un non-sens. Sexe égale mâle plus femelle. Donc, deux sexes identiques, c'est pas de la sexualité. Alors, c'est autre chose. Je ne sais pas comment le définir, mais c'est pas du sexe, puisque le sexe, c'est mâle plus femelle. Sinon, c'est pas du sexe. Donc, les gens auront l'autorisation d'être homosexuels, on commence à leur donner l'autorisation, ensuite on leur dit, vous n'avez plus à le cacher, puis après on l'exhibe, et on en est là. Donc, il est dit dans ce texte, tout le monde aura la permission de se livrer aux activités sexuelles comme ils l'entendent, tout sera permis. Eh ben, on y est. Dans le programme, toujours du Dr Day, il est dit, il va falloir changer les modes féminines. Tiens, changer les modes féminines. Tiens, justement, mai 68. C'est là que ça a commencé. Les modes vestimentaires seront plus stimulantes et provocantes. Et 1969, c'est l'apparition de la mini-jupe. Je m'en souviens très bien. Moi qui ai des grandes jambes, alors regardez, continue, hop, sauf que je mets un manteau par-dessus. Là, on sortait avec les fesses à l'air. J'aime autant vous dire, alors les hommes devenaient fous, et alors... Tu veux une batte? Ben non, il y a la pudeur.
La pudeur, ça existe, ça n'existait plus. Et il disait, si une femme a un corps attrayant, pourquoi ne le montrerait-elle pas? Je sais pas, pour se protéger, par exemple. Pour pas provoquer, par exemple. Pour se mettre à l'abri, par exemple. À l'abri de la lubricité des gens qui vont dire, du moment qu'elle le montre, c'est qu'elle est d'accord. Rendre les femmes objets sexuels permanents, on a appelé ça la libération. Et oui, la libération des femmes est allée avec la mini-jupe. C'est-à-dire que ce qu'on a appelé, c'est vraiment un renversement. On a appelé libération des femmes l'injonction des jeunes femmes de se livrer au regard de la lubricité toujours présente. Je ne dis pas que tous les hommes sont lubriques, mais à partir du moment où on s'exhibe avec les seins à l'air, avec les fesses à l'air, je suis désolé, mais les lubriques, là, ils trouvent complètement leur compte. Et ça a été promu, ça fait partie du programme. L'autre phase de la même pièce, ça a été, on va éliminer la féminité. Et là, on y est complètement. Ces femmes qui se disent féministes détestent en fait la féminité puisqu'elles passent leur temps à la gommer. Elles veulent que les femmes soient un homme comme les autres. La féminité est en cours d'élimination. Je ne suis pas féministe parce que je suis féminine et je me revendique féminine et je ne suis pas la seule. Nous sommes de plus en plus nombreuses à dire non, vous les féministes, vous n'aimez pas les femmes. D'ailleurs, elles n'aiment pas les hommes non plus, si vous avez remarqué. Donc, dans le programme pour éliminer la féminité, on a dit il faudra convertir les filles à l'athlétisme. Les filles ne doivent pas penser au bébé et à la reproduction. Je me souviens de la promotion du sport comme arrivé après une certaine date. Les filles étaient beaucoup moins sportives. On les a pas obligées, on les a incitées à devenir sportives et surtout à se mettre en concurrence avec les hommes. Alors là, excusez-moi, mais ça c'est pas possible. Physiquement, c'est pas possible. Sauf à devenir des homasses, mais c'est le but. C'est le but, puisque le but, c'est de supprimer la féminité et la virilité par la même occasion. Mais on y est avec les transgenres, la promotion des transgenres. Donc, il disait, la performance athlétique des filles seront comparées à celle des garçons. Mais comme on promeut l'égalité, vous savez, l'égalité, c'est une espèce de dinguerie qui est arrivée comme ça au milieu du débat en disant, il faut que tout le monde soit égaux. Pourquoi? Parce que. Pourquoi il faut que tout le monde soit égaux? Parce que moi, j'ai pas envie d'être égal. C'est pas un argument pour moi être égal. Or, c'est considéré comme allant de soi qu'il faut l'égalité. Peut-être parce que c'est marqué sur le fronton des écoles de la République. Personnellement, je ne revendique pas l'égalité. Il y a une égalité à laquelle je crois, alors je ne vous oblige pas à y croire, mais je vous dis, il y a une égalité à laquelle je crois, c'est l'égalité devant Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous a fait égaux tous devant lui, uniquement devant lui. C'est-à-dire qu'on a la même chance d'être sauvé ou de ne pas être sauvé, on a la même liberté vis-à-vis de Dieu. En dehors de ça, l'égalité, je suis contre. On est tous différents, on n'a pas à être égaux. Donc, on appellera ça l'égalité entre les filles et les garçons, de promouvoir systématiquement le gommage de la féminité pour mettre les filles systématiquement en concurrence avec les garçons. Alors, regardez les femmes gendarmes, regardez les femmes militaires. J'ai lu des reportages, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est passé, je crois, récemment sur le site Égalité et Réconciliation, je crois, où on montre des militaires qui sont absolument hors d'eux. Parce qu'on met des femmes au milieu des militaires, et comme les femmes, on est obligé de les promouvoir et qu'elles n'y arrivent pas, mais ça c'est génétique, je veux dire, il y a vraiment des choses... Alors on baisse le niveau de tout le monde, bravo, bravo, félicitations, c'est ça l'égalité. Ah l'égalité ne peut fonctionner que si on tire tout le monde vers le bas. C'est plus facile de tirer tout le monde vers le bas que tout le monde vers le haut. C'est plus facile à réaliser l'égalité par le bas. Donc qui a réclamé cette égalité, à part ces dingues? Personnellement, je ne me réclame pas de l'égalité, je dis vive l'inégalité. Alors, l'égalité entre les garçons et les filles, il y a même un ministère pour ça, hein, il y a un ministère de l'égalité, enfin, je ne sais pas si c'est un ministère ou un secrétariat d'État, mais il y a des gens qui sont grassement payés aux frais de la République, c'est-à-dire à nos frais, pour promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons, et pour faire cette égalité, il va falloir que les femmes travaillent hors de leur maison. Bah oui. Pour que tout le monde soit égaux, il faut que tout le monde travaille hors de la maison. Donc personne ne va s'occuper des enfants. Si le système va les récupérer, vous allez voir pourquoi. Et on voudra que beaucoup d'hommes dans leur travail changent de ville et voyagent. On a promu, je suis toujours à mon texte de 1969, l'atomisation des familles. On va pousser les hommes à aller chercher leur chance professionnellement loin de chez eux. Comme ça, ils n'auront pas de vie de famille. De ce fait, il sera difficile pour les familles de rester ensemble, les mariages seront moins stables et les gens auront moins envie d'avoir des enfants. Bah c'est vrai, la démographie chute, la démographie chute. Plus les femmes travaillent et moins elles font des enfants. Non, bah si, c'est comme ça, c'est comme ça.
du passé faisons table rase, vous connaissez la parole de l'Internationale, eh bien les vieilles religions devront disparaître. C'est quoi les vieilles religions? C'est les religions, point. Il n'y a pas de religion nouvelle. Les religions, elles sont anciennes. Point barre. Il y a des hérésies, il y a des changements, il y a tout ce qu'on veut. Les religions sont anciennes. Les religions appartiennent à la culture humaine. Il faut les faire disparaître. Ils disent également dans ce texte, il va falloir réviser les textes classiques. Les textes classiques qui font notre littérature, on va les changer pour les présenter aux jeunes et les gens n'y verront que du bleu. Eh bien, figurez-vous que moi, j'ai trouvé, pendant mes études d'histoire, qu'un texte datant de 1763, à l'époque de Voltaire, a été publié chez Garnier-Flammarion en 1969 avec une altération absolument qui changeait complètement le sens d'une phrase. Et si je ne faisais pas, si je n'avais pas fait des études d'histoire, je serais resté avec le texte des années, fin des années 60 ou 70, je vais vous expliquer de quoi il s'agissait. C'est un texte juridique d'un monsieur qui s'appelait Beccaria, qui a écrit Des délices et des peines. Et en son temps, Voltaire avait trouvé ce livre extraordinaire, et Des délices et des peines disait, il faut remplacer la peine de mort, qui ne sert à rien, par une peine exemplaire qui consistera à un esclavage perpétuel dans une cage de fer et sous les coups. Je ne sais pas si vous imaginez le truc, c'est-à-dire la peine de mort, une fois que le gars est mort, on passe à autre chose, alors que si on le voit transformé en esclave sous les coups dans une cage de fer, ça au moins ça impressionnera, c'est-à-dire que c'est complètement inhumain, c'est inhumain. Eh bien, Garnier-Flammarion a transformé, on remplacera la peine de mort par la prison à perpétuité. Et qui a vu le changement? Moi, pourquoi? Parce que je m'intéressais au sujet. Et vous avez des générations entières de gosses qui, depuis les années 70, qui ont lu, pas de gosses ou d'adultes, qui ont lu ce texte et qui ne savent pas que le texte original a été changé. Vous vous rendez compte? C'est la complicité de l'éducation nationale et de l'édition pour appliquer le nouvel ordre des barbares. On ne doit pas dire la vérité. Et si c'est pas la vérité, c'est le mensonge. Et je vous demande pas d'y croire, mais pour ma part, le mensonge, c'est le diable. Pour moi, c'est un synonyme. Donc, tout est déjà en place, à l'heure actuelle, pour l'application de ce nouvel ordre des barbares. Alors, les droits sexuels, je vous en ai parlé, c'est paru en 2008, et c'est relayé par les Nations Unies. Toutes les agences des Nations Unies relayent les droits sexuels. Ils valident la théorie du genre. La théorie du genre, il valide la théorie du genre, il préconise l'éducation sexuelle pour les enfants en séparant la sexualité de la reproduction et la reproduction de la sexualité. C'est dans le premier paragraphe de la Déclaration des droits sexuels. Et théorie du genre et éducation. On ne dit même pas éducation sexuelle maintenant, on dit éducation à la sexualité. Rendez-vous compte de ce que je dis, éducation à la sexualité pour les enfants. Il ne donne aucune limite d'âge pour faire entrer la sexualité dans l'éducation des enfants, à part, ils disent, en fonction des capacités évolutives de l'enfant. Capacité évolutive, ça ne veut rien dire. Donc, il se couvre contre les éventuelles protestations. Vous n'allez quand même pas faire ça à tous les âges. Si, on va faire ça. On adaptera en fonction des capacités évolutives de l'enfant. C'est quel âge les capacités évolutives de l'enfant? C'est quoi? Alors moi je vais vous donner une limite. Il y a prépubère ou postpubère. Et c'est quoi la différence? C'est tout. Un enfant c'est prépubère et après c'est un adolescent. Et c'est là la limite. Et ils veulent appliquer l'éducation de la sexualité aux enfants, c'est-à-dire aux prépubères. Ils préconisent de protéger les enfants contre les abus violents. On va protéger les enfants, on va faire de l'éducation à la sexualité pour protéger les enfants contre les abus violents. Les abus pas violents, ça va, ça passe. C'est quoi un abus pas violent? C'est la séduction, c'est l'autorité, c'est le mensonge. Vous avez vu qu'une petite fille de 11 ans qui a été emmenée... C'est clair, c'est l'application. C'est l'application. Alors je répète, parce que vous dites oui, et je crois que tout le monde est au courant, peut-être pas. Un homme de 23 ans a entraîné une petite fille de 11 ans dans un fourré et il l'a violée. Non, il l'a pas violée, elle était d'accord. Comment ça, elle était d'accord? Oui, elle n'a pas protesté. Comment ça, elle n'a pas protesté? Oui, elle s'est pas débattue. Et la sidération, vous savez ce que c'est? La peur, la sidération. La sidération, ça suffit à expliquer. Et une enfant de 11 ans est une prépubère, elle n'a pas à avoir de relations sexuelles, même si elle est d'accord. Elle n'a pas à être d'accord.
Et le gars qui l'a violé, et il s'en est sorti. Il n'est pas condamné pour viol. Même si la gamine l'avait supplié, c'est un crime que d'avoir une relation sexuelle avec une enfant. C'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça, et ça l'est de moins en moins. C'est comme ça pour les gens normaux, c'est comme ça pour vous et moi, et ça l'est de moins en moins dans les faits. Ils reconnaissent dans les droits sexuels aux enfants le droit de se marier. Bah oui, s'ils sont d'accord. Attendez, se marier quand on est enfant, c'est-à-dire que si le mineur est reconnu consentant, on ne pourra plus rien faire pour le protéger juridiquement. C'est la porte ouverte aux droits des pédophiles qui œuvrent toujours par la séduction. Les pédophiles œuvrent, ou commencent en tout cas toujours par la séduction, ils essayent d'obtenir un consentement. Et là, les droits sexuels introduisent la notion de consentement de l'enfant mineur. On ne pourra bientôt plus rien pour protéger les enfants. C'est l'application. Directement inspirée par les droits sexuels de 2008, l'Organisation mondiale de la santé, qui dépend également de l'ONU, a publié en 2010, écoutez bien, les standards pour l'éducation sexuelle de l'Europe, et l'UNESCO, autre agence des Nations Unies, mais qui s'occupe non pas de la santé mais de l'éducation, a publié Principes directeurs sur l'éducation sexuelle destinés à tous les professionnels de l'enseignement. Donc vous avez compris, c'est les Nations Unies, c'est l'organisation mondiale au sommet. Idéalement, les différents sujets, disent-ils, doivent être introduits avant que l'enfant arrive au stade correspondant de développement et afin de le préparer aux changements qui vont se produire. C'est-à-dire qu'on va parler sexe aux enfants avant qu'ils sachent qu'ils en ont un. Pourquoi ? Parce que. Point. On ne discute pas avec ces gens-là. Et ils disent, l'éducation sexuelle commence dès la naissance. Ils l'ont dit, ils l'ont écrit, j'ai les textes, on les trouve sur Internet. L'éducation sexuelle commence dès la naissance. Écoutez bien ce qu'ils écrivent. Avant 4 ans, de 0 à 4 ans, on va renseigner l'enfant sur la grossesse et la naissance des bébés. En quelle langue ? L'égalité entre les sexes. Au berceau, on va expliquer à un nouveau-né l'égalité entre les sexes. Alors, il n'y a pas d'égalité entre les sexes. 2, on va lui expliquer quoi ? Écoutez bien, on va lui expliquer les différentes manières de devenir l'enfant d'une famille. Mais attendez, c'est quoi les différentes manières ? C'est quoi ? Mais c'est la GPA et la PMA. Sinon, c'est papa, maman, bébé. Si on est obligé d'expliquer qu'il y a différentes manières, c'est que d'emblée, on commence à exclure papa, maman, bébé. Et on va introduire quoi ? De 0 à 4 ans, devinez, la masturbation. Vous avez là un bébé, madame. Vous pouvez lui expliquer ce que c'est que la masturbation ? Attendez, si je vous vois faire, moi je vous dénonce. Hein. On va apprendre ça aux enfants dans les écoles. La citation exacte, c'est informer l'enfant sur le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps et la masturbation enfantine précoce. Mais il y a de quoi vous envoyer en tôle si on vous surprend à faire des choses comme ça, non ? Au regard de la loi. C'est au-dessus de la loi tout ça. C'est ce qui nous arrive par le nouvel ordre mondial. C'est ce qui nous passe par-dessus la tête et qui est en train de s'imposer partout. Partout. Entre 4 et 6 ans, on va enseigner aux enfants, on va renseigner les enfants sur la reproduction humaine, sur la consolidation de son identité sexuelle. Alors, identité sexuelle, vous avez compris, si la théorie du genre est validée, ça veut dire qu'on n'est pas sûr d'être un garçon si on est un garçon, on n'est pas sûr d'être une fille si on est une fille, avant de l'avoir choisi. C'est-à-dire qu'on va commencer à embrouiller les gosses en disant « Pourquoi t'as envie de mettre une robe, tu n'aurais pas plutôt... » C'est-à-dire qu'on va les rendre fous. La masturbation et le plaisir de se toucher, ça, alors là, je vais autant vous dire, ça va arriver jusqu'à la fin. On va promouvoir la masturbation. Et les différentes conceptions de famille, c'est la famille homosexuelle, la famille. Alors je mets des guillemets, hein. Ça n'existe pas. Il peut y avoir des pères homosexuels, ça, je ne nie pas la réalité, mais on ne peut pas appeler ça un couple déjà, et puis c'est pas une famille. Une famille, c'est papa, maman, et les enfants, et éventuellement les au-dessus et au-dessus. Et entre 4 et 6 ans, on va aborder avec les enfants les abus. Et les abus sexuels, c'est quoi ? On va l'expliquer. Certaines personnes peuvent s'avérer violentes. Ah bon ? Et si elles ne sont pas violentes, c'est bon alors. On remet une couche. Les abus, c'est quand il y a violence.
Vous vous rendez compte ce qu'on insinue? On introduit donc l'idée du consentement. 4 ans. 4 ans là. Et c'est les documents de l'UNESCO. Les relations entre personnes du même sexe et le respect des différentes normes en matière de sexualité. Qu'est-ce qu'on va apprendre à des gosses de 4 ans? Qu'il existe des relations entre personnes du même sexe et qu'on doit respecter les différentes normes en matière de sexualité? C'est bel et bien la promotion de l'homosexualité. On va expliquer la conscience de pouvoir choisir. Mon corps m'appartient. Ah bon? Ah bon? Mon corps m'appartient. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai le droit de dire non. J'ai le droit de dire non, mon corps m'appartient. Mais attendez, si j'ai le droit de dire non et que j'ai pas le droit de dire oui, j'ai pas vraiment le droit de dire non. Donc si j'ai le droit de dire non, j'ai forcément le droit de dire oui. On y est. À partir de 4 ans, tu as le droit de dire non. Et si tu dis oui, c'est bon. 4 ans. Le respect des différentes normes en matière de sexualité, entre 4 et 6 ans. On va apprendre à des gosses qu'il y a des gens qui se sodomisent et qu'ils ont bien raison. Est-ce que vous imaginez le traumatisme? Alors j'étais au Québec au mois de mai dernier, on m'a montré des dessins, j'en ai parlé à différentes reprises mais j'en reparlerai à chaque fois, on m'a montré des dessins qu'on montre aux gosses dans les écoles, dans lesquels on leur explique en long, en large et en travers avec des grands dessins en couleur, l'appareil génital masculin et l'appareil génital féminin. Et dans l'appareil génital, des deux côtés, vous avez l'anus. Est-ce que vous croyez que l'anus est un organe sexuel? Ça s'appelle comment, ça? Ça s'appelle comment, ça? De 6 à 9 ans, on va leur parler des changements physiques, de la menstruation et de l'éjaculation. Ah bah, à 6 ans, c'est le moment. Identité sexuelle positive, les choix possibles en matière de parentalité, grossesse, infertilité, adoption. De 6 à 9 ans. On va leur parler contraception, masturbation. Masturbation, ça reviendra comme une scie, ça sera tout le temps. Ça sera tout le temps. Vous savez pourquoi? Parce que la masturbation, ça ouvre la voie à la pornographie. Et la pornographie, c'est un marché énorme, gigantesque. Il y a de l'argent dans la pornographie, c'est gigantesque. C'est gigantesque. On va leur parler de la sexualité acceptable. Alors, c'est quoi la sexualité acceptable? À 9 ans, c'est mutuellement consenti, volontaire, égalitaire et adapté à l'âge. Alors, adapté à l'âge, on est d'accord. C'est quoi l'âge, au fait? En fonction des capacités évolutives de l'enfant. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. L'amitié sexuelle. Mais c'est quoi l'amitié sexuelle? Si c'est de l'amitié, c'est pas sexuel. Bon, alors les mots n'ont plus de sens. L'amitié sexuelle, c'est quoi? C'est quand un petit garçon est copain avec une petite fille, mais bien sûr que ça existe. Mais c'est pas sexuel. L'amour envers les personnes du même sexe, en quoi l'amitié? Voilà. Et le respect des autres et l'acceptation de la diversité. Bon, c'est pour faire passer la pilule, c'est pour faire passer la dragée. De 9 à 12 ans. Les organes sexuels et reproductifs internes, externes et leurs fonctions. Avec l'anus, vous avez compris. La forme et la taille du pénis, des seins, de la vulve peuvent varier à 9 ans. À 9 ans, on va expliquer aux petits garçons qu'ils auront peut-être un petit zizi ou un gros zizi. Alors si c'est pas pour leur donner des obsessions et leur donner des complexes, c'est quoi le but? C'est quoi le but? Le plaisir, la masturbation, l'orgasme, les différences entre l'identité sexuelle et le sexe biologique, c'est le genre. Alors vous savez que le genre est une horreur qui a été inventée par un médecin pervers qui dit si on élève un petit garçon comme une petite fille, il deviendra une petite fille. Et l'expérience a été faite à partir d'un malheureux gamin. Vous aviez deux jumeaux. Dont l'un, alors qui était d'une famille juive, je crois, qui ont été circoncis à la naissance, peut-être pas d'ailleurs, parce qu'aux États-Unis, on circoncie beaucoup, même en dehors des préceptes religieux. Donc il y a eu une circoncision ratée, et le médecin qui a raté la circoncision a dit, bah, écoutez, moi je vous propose un truc, on lui enlève le zizi, on va l'élever comme une fille. Et quand il est devenu grand, il s'est suicidé. Le gosse s'est suicidé parce qu'on l'a élevé comme une fille, il n'était pas une fille, on avait pu lui couper le zizi et l'habiller avec des jupes, il était resté un garçon. Mais la théorie du genre est née là-dessus et elle a continué. On ne naît pas garçon ou fille, on le devient en fonction des pressions, etc. Je veux dire, c'est de la dinguerie, c'est une propagande absolument odieuse. Madame Belkacem a dit un jour, la théorie du genre n'existe pas, elle n'existe pas, mais elle est promue partout. Elle est promue partout, notamment dans ses documents et à l'éducation nationale. Voilà.
Alors on va parler de 9 à 12 ans de la première expérience sexuelle et de l'orientation sexuelle et l'acceptation des différentes expressions de la sexualité. Embrasser, toucher, caresser, etc. Et on va faire ça à l'école. L'école va devenir le lieu où on va enseigner ça aux gosses. Là, je vous ai dit de 9 à 12 ans. Maintenant, je passe entre 12 et 15. La première expérience sexuelle à 12 ans. Allez-y les filles. Ne vous inquiétez pas, il y a la pilule après. Parce qu'avant, la pilule, c'était avant. Maintenant, c'est la pilule après. C'est l'avortement médicamenteux. Les normes concernant la maternité, paternité précoce, la contraception, l'avortement et l'adoption. On promeut l'adoption comme un droit. Mais c'est quoi le droit d'adopter? C'est le droit qu'on a sur un enfant qu'on n'a pas fait, donc le droit sur un enfant qui a été fait par quelqu'un d'autre. Et à quel titre ce quelqu'un d'autre va-t-il renoncer ou va-t-elle renoncer à son enfant? Si c'est pas la misère, c'est quoi? Si c'est pas la misère, c'est quoi? On promeut la perspective d'arracher les enfants aux familles pauvres pour le donner à des gens qui ont les moyens. Et c'est ça qui se passe en Angleterre, par le Children Act, qui donne la possibilité aux services sociaux de retirer un enfant d'une famille trop pauvre pour l'élever, considéré comme trop pauvre pour l'élever, pour le mettre en état d'être adopté par des familles qui vont avoir les moyens. Ça, c'est en cours. Ça, c'est en cours. C'est ça qui se passe en Angleterre. Et c'est ça qu'on est en train de promouvoir. Les différentes manières d'avoir une famille, y compris l'adoption. Mais si l'adoption est un droit, on ouvre un droit sur les enfants des autres. Si vous avez des droits sur les enfants des autres, les autres ont des droits sur vos enfants. C'est comme ça. Réfléchissez-y. C'est en cours. À partir de 15 ans, on va développer un regard critique face aux normes culturelles relatives au corps humain. C'est quoi les normes culturelles relatives au corps humain? C'est que les garçons ont des zizis et que les filles ont des seins. On appelle ça des normes culturelles. Vous savez qui est-ce qui paye toutes ces opérations absolument hallucinantes où des hommes se font implanter des signes extérieurs de féminité et des femmes se les font retirer? Mais c'est l'État qui paye. Personne n'a les moyens de se payer des trucs comme ça. C'est la collectivité. C'est vos impôts, mes impôts, nos impôts qui passent là-dedans, ou nos cotisations de sécurité sociale, ce qui finit par revenir à la même chose. À partir de 15 ans, tenez-vous bien, accrochez-vous, information sur les relations sexuelles de nature transactionnelle. Qu'est-ce qu'une relation sexuelle de nature transactionnelle? C'est de la prostitution. On va promouvoir les relations sexuelles de type transactionnel. Bah regarde, tu vas faire des études, t'as pas les moyens. Bah on va s'arranger. Monsieur là, il a les moyens. Bah, quelques petits services par semaine, ça te paiera ta chambre d'étudiante. Et pour les garçons, la même chose. La même chose. Alors, il donne la liste. Sexe en échange de petits cadeaux, repas, sorties, petites sommes d'argent. On va parler de ça comme de quelque chose de normal. On va aider à la transformation d'éventuels sentiments négatifs de dégoût ou de haine envers l'homosexualité en acceptation des différences sexuelles. Et là, on est en plein dans la fin du cycle de promotion de l'homosexualité. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est qu'on va vous recadrer, on va vous remettre à l'endroit. Alors moi, j'ai quelques informations, je ne sais pas comment ça se passe, mais dans la réalité, mais j'ai quelques informations éparses de ci, de là. Il paraît que dans les lycées et collèges, les gosses commencent à en avoir marre de la promotion de l'homosexualité. Et les homosexuels ne sont pas à l'abri de retours de bâton qui peuvent être violents. Alors pour l'instant on n'en parle pas, mais c'est pas parce qu'on n'en parle pas que c'est pas en cours, ou en tout cas en cours de préparation. Parce qu'au bout du compte, il va y avoir des retours de bâton. Voilà. Donc ce sera non plus l'éducation sexuelle, mais l'éducation à la sexualité qui commence à zéro. Au droit de tout faire au nom du droit au plaisir, sans responsabilité ni contrainte, c'est-à-dire qu'on a inventé le droit de jouir. Jouir est devenu un droit. De quel droit introduit-on le droit dans l'intime? De quel droit? C'est la fin de la liberté. Et Aldous Huxley en avait parlé dans Le Meilleur des Mondes. C'est l'application du Meilleur des Mondes d'Aldous Huxley. Le plan est mis en application à l'échelle mondiale. Aux États-Unis, dans l'Oregon, une conférence sur la sexualité adolescente, j'ai trouvé les textes, se fait à partir de 11 ans. Le but affiché de la conférence, c'est lutter contre les grossesses non désirées. Tout le monde est d'accord, on va lutter contre les grossesses non désirées. Et on va présenter aux enfants le plaisir de se doucher à plusieurs,
le plaisir de se masser, le plaisir de s'entrépiler, de faire un striptease et net plus ultra, le plaisir de sodomiser. À l'école, à partir de 11 ans. Alors, je rappelle, excusez-moi, hein, une sodomie n'est pas un rapport sexuel. Il n'y a qu'un seul sexe. Il en faut deux pour qu'il y ait un rapport sexuel. Maintenant, pour lutter contre les grossesses adolescentes, Judith Reisman, dont je vous parlerai tout à l'heure, m'a dit « Ah bah il y a un truc, c'est jouer à des jeux de son âge. Va jouer ma fille, tu seras enceinte quand tu auras l'âge d'avoir des rapports amoureux avec celui que tu auras choisi. » En octobre 2016, c'est pas vieux, hein, c'était il y a un peu plus d'un an, dans le Land allemand de Hesse, un nouveau programme a été rendu obligatoire. L'éducation nationale, enfin c'est pas nationale puisqu'elle est régionale en Allemagne, a fait ouvertement la promotion de l'idéologie du genre, de l'homosexualité, de la bisexualité et de l'acceptation du style de vie homosexuel et transsexuel. Transsexuel. Maintenant, homosexuel, ça suffit plus. C'est transsexuel. Ce cours est obligatoire et scandaleux. Le programme a été rejeté unanimement par les représentants des parents de la région. Il a tout de même été mis en place par un chrétien démocrate qui s'appelle Ralph Alexander Lorz. Le programme était bien évidemment soutenu par les Verts, ça ces gens-là sont partout. Et l'église protestante évangélique n'a rien trouvé à redire. C'est passé. L'église catholique a protesté contre les cours sur l'homosexualité et la transsexualité proposée à des enfants de 10 ou 12 ans, le reste est passé. Attendez, si les gens réagissent pas, pourquoi voulez-vous qu'ils se gênent? Non mais attendez, c'est à nous de réagir maintenant. Au Québec, les cours sont obligatoires à partir de 5 ans. Pour les préscolaires, on leur dit nommer les gestes qui contribuent à accueillir le bébé dans sa nouvelle famille. Pourquoi de nouvelle famille? Dans sa famille? C'est quoi de nouvelle famille? Il y a la famille nucléaire, la famille monoparentale, la famille homoparentale, la famille adoptive, la famille reconstituée. Mais attendez, c'est quoi l'accueil du bébé? C'est l'accueil à la naissance et l'accueil à l'adoption. On valide que vos enfants ne sont pas vos enfants, ils peuvent être les enfants de quelqu'un d'autre. Ce qui est valable comme un droit pour vous sur les enfants des autres est également valable pour les droits des autres sur vos enfants à vous. C'est ça qui est en cours. À partir de 6-7 ans au Québec, on demande aux enfants, aux filles et garçons de citer les organes sexuels et leurs fonctions, et c'est ce que je vous ai dit, on leur présente l'anus, dans les deux cas, comme un organe sexuel, avec photo, image, enfin c'est pas photo, c'est image à l'appui. Chez nous, alors je vous ai parlé de l'Allemagne et du Québec et des États-Unis, chez nous on a le plan Payon Najat Vallaud-Belkacem. Alors voilà, ils sont partis, mais le plan s'applique. Il y a une lettre de Vincent Payon au recteur qui a promu la lutte contre l'homophobie. Alors l'homophobie, c'est quand les homosexuels ne sont pas d'accord avec vous. En gros. Écoutez, homophobie, ça ne veut rien dire, d'abord parce que homo, c'est ce qui est identique, et phobie, c'est ce qu'on craint. Alors si je suis homophobe, ça veut dire honnêtement que je redoute ce qui me ressemble. Bon, ben, c'est pas le cas, déjà. En plus, je vois pas le rapport avec l'homosexualité. Bref, toujours est-il qu'un jour, l'homophobie est devenue une priorité nationale. Et Vincent Payon a écrit au recteur pour promouvoir un site internet qui s'appelle la Ligne Azur. Alors, sur la Ligne Azur, qui a été nettoyée depuis, mais moi j'ai pris les photos. J'ai pris les photos et vous avez des sites, alors j'en donne toutes les références, des sites qui peuvent vous montrer tout ce qu'il y avait sur la Ligne Azur. La Ligne Azur l'a retirée, mais on a pris des photos, des copies d'écran et vous pouvez les retrouver. Toutes les perversions sexuelles sont permises. Le sadomasochisme est à l'honneur. L'homosexualité, telle qu'elle est promue par ces gens-là, c'est des chaînes, c'est des clous, c'est des pinces, c'est du cuir, c'est du sadomasochisme, c'est-à-dire du sadisme consenti. Le site fait également la promotion d'un autre site qui s'appelle Tomber la culotte, qui est un document abject de promotion de toutes les perversions à l'usage des lesbiennes, avec images en couleur, dessins et photos. La Ligne Azur ou la normalisation de la perversion, tout ce que vous voulez savoir en détail sur la masturbation, la pénétration buccale, anale, etc., etc., et les fouets, et les coups, une horreur. Alors, par parenthèse, j'ai mis 3 mois à écrire ce petit bouquin. Je crois que ça fait partie des 3 mois les plus, allez, je vais oser un gerbant de ma vie. J'avais l'estomac au bord des lèvres en permanence. Et comme je m'étais engagé
auprès de Jean-Michel Vernochet qui a préfacé mon livre, je m'étais engagée à le terminer dans les temps impartis, je l'avais régulièrement dit, allez Marion, allez, courage, c'est dégueulasse. C'est un travail dégueulasse à faire. Je vous assure, vous avez l'estomac au bord des lèvres tout le temps. Et c'est pas un danger qui nous guette, c'est la situation dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle. Alors, Najat Vallaud-Belkacem, elle est allée à l'école de Fleury-les-Aubrais dans le Loiret le 15 octobre 2012 et elle dit, je donne la référence dans le livre, c'est la même chose d'être hétérosexuel, d'être homosexuel, il n'y a pas une situation entre les deux qui est anormale. Les gosses étaient indignés. Et le directeur de l'école dit, il faut qu'ils comprennent quand même, il faut vraiment faire avancer les choses. On veut faire avancer les choses en déstructurant les gosses et en appelant, en faisant en sorte que les mots ne disent plus ce qu'ils ont à dire. On rend fou. Être hétérosexuel et homosexuel, c'est pas pareil. Ça n'est pas pareil. Le ministère de la Santé relaye un site qui s'appelle onsexprime.fr. Alors, je n'ai pas vérifié avant de venir ici si onsexprime.fr existe encore. On s'exprime, c'est en un seul mot. Sexe, S-E-X-P-R-I-M-E, onsexprime.fr. Pour les mineurs à partir de 12 ans, ils décrivent dans ce site, relayé par le ministère de la Santé, donc relayé également par le ministère de l'Éducation nationale, les 6 positions de pénétration vaginale avec dessin ludique à l'appui, et comment se pratique la sodomie, les 7 positions de pénétration anale. Alors moi j'en apprends tous les jours, je ne savais pas. Les 3 positions de sexe oral, et pourquoi on explique pourquoi les acteurs de films pornographiques éjaculent hors du vagin de leur partenaire. Excusez-moi. Bon, on continue. C'est la vérité, moi j'y peux rien. C'est pas une partie de plaisir. Je vous assure que c'est pas une partie de plaisir de raconter ces trucs-là. Mais on est bien obligé de le dire avec des mots, et il y a les mots pour le dire, et c'est cela. Le site est régulé, c'est-à-dire qu'en principe, ce site, on s'exprime, il y a des adultes derrière qui vérifient que tout n'est pas dit. Et pourtant, on a vu passer quelqu'un qui dit « Ma première fois, j'ai baisé pendant 3 heures sans arrêter, mon copain a spermé 2 fois, je me sentais tellement bien quand il était en moi, ça fait tellement du bien, j'avais de son sperme partout sur moi. » Alors, il y a une faute d'orthographe par mot, mais ça, c'est pour faire juste, hein. Parce que s'il n'y avait pas de faute d'orthographe, on saurait que c'est un adulte qui a écrit ça. Mais c'est évident que ce sont les pervers qui sont derrière et qui écrivent ça. Un autre qui dit « J'aime bander, j'aime jouir, j'aime embrasser, j'aime concrétiser ». C'est sur le site, hein. C'est sur le site. Ou alors, quel est le meilleur site porno pour vous donner du plaisir? Et réponse du modérateur, ça dépend des goûts. Vous préférez quoi? Soie ou cuir? Ça dépend des goûts. C'est promu à l'école, d'accord? On s'exprime, c'est pour les gosses. C'est pour les gosses. Commentaire d'un modérateur à un mineur, la loi ne fixe pas d'âge à partir duquel on a le droit d'avoir des relations sexuelles, c'est quand on se sent prêt et qu'on a envie. Oh non. C'est ça l'éducation qu'on donne aux gosses maintenant. C'est quand tu voudras, mon chéri. C'est toi qui décides. C'est ça l'éducation. En tout cas, c'est l'éducation nationale. Socialiste, comme dirait l'autre. Le site est cité en référence dans les manuels Hatier, H-A-T-I-E-R, c'est-à-dire les manuels scolaires qui existaient déjà de mon temps et probablement du temps de ma mère. Les manuels Hatier à partir de la classe de 5e, cite le site On s'exprime en référence dans les livres. L'homosexualité est promue partout. Le mariage homosexuel est passé contre l'avis de la population. Et il y a, complètement, hein, je veux dire, je cite plus de pétitions parce que j'ai signé la pétition contre le mariage homosexuel, il y a eu 800 000 signatures, ça n'a servi à rien. C'est pas la peine de signer des pétitions. Bon. Et la pression sur les pays pauvres est faite par l'ONU. Si vous ne voulez pas du mariage homosexuel, vous n'aurez pas vos subventions. Et les subventions, ce ne sont pas des subventions pour aller se promener, ce sont des aides au développement. Vous voulez vous développer, vous voulez de l'argent, il faudra en passer par le mariage homosexuel. Eh bien, vous avez des pays africains héroïques qui disent « gardez votre fric ». Et nous, on garde notre morale. Voilà. La victimisation des homosexuels est historiquement fausse. Alors, moi, j'ai toujours entendu dire qu'on a toujours, depuis la nuit des temps, les homosexuels sont opprimés. Ben, j'ai d'autres informations. L'affaire Dieu-le-Noir a justifié que la mairie de Paris mette une plaque, il y a 2 ans, je crois, à Paris,
au lieu rue Montorgueil, à l'endroit où deux homosexuels, le dernier couple homosexuel qui a été brûlé vif à l'Ancien Régime, a été surpris par la maréchaussée, a été mis en prison et ils ont été brûlés vifs. Il s'appelait Dio et le Noir. Voilà. Donc la mairie de Paris a été alertée par des associations homosexuelles que rue Montorgueil, en 1750, le sieur Dio et le sieur le Noir ont été arrêtés par la maréchaussée parce qu'ils étaient homosexuels, parce qu'ils s'aimaient, et on les a brûlés vifs. D'accord? Bon, alors moi qui connais le dossier, je peux vous dire, ils n'étaient pas un couple, ils venaient de se rencontrer. 2, ils ont fait ça dans la rue, ça ne se fait pas. 3, s'ils avaient été un homme et une femme qui faisaient la même chose au même endroit, c'était le même tarif. 4, ils n'ont pas été brûlés vifs, ils ont été brûlés morts. Et c'est pas le même tarif. Et c'était le même tarif pour tout le monde. Alors, incidemment, concernant Dio et le Noir, habituellement, la peine de mort était appliquée pour ce genre de crime public. La peine de mort était applicable et elle ne l'était jamais. C'est-à-dire qu'on proclamait la peine de mort, puis après on s'arrangeait. Et si à ce moment-là, la peine de mort a été appliquée, c'est que précisément, ce fait divers a eu lieu pendant que la police enlevait les enfants dans les rues et que les parents couraient derrière et ont fait plusieurs morts parmi les enleveurs d'enfants. C'est-à-dire qu'en fait, les autorités judiciaires ont fait un exemple en exécutant ces deux homosexuels pris en flagrant délit dans la rue. C'est pas à titre privé quelque part, c'est dans la rue, pris en flagrant délit dans la rue. Ils les ont exécutés parce que c'était pour calmer la populace qui cabalait après des enleveurs d'enfants en disant qu'est-ce qu'ils vont leur faire. Donc vous avez compris que c'était politique. Et il n'y a pas d'autres cas identiques dans tout le siècle. Oui, il y a des tas d'homosexuels qui ont été brûlés vifs. Non. D'abord, c'était jamais vif, c'était mort, on les étranglait avant, premièrement. Deuxièmement, il y a un autre cas, le cas des Chauffour, que j'ai bien étudié, uniquement parce qu'il est homosexuel. Non, il violait des gosses, il les prostituait et il les tuait. Voilà. C'était pas parce qu'il est homosexuel, mais parce qu'il était pédocriminel. Et à ce moment-là, ça ne bricolait pas. Quand vous étiez pédocriminel, c'était pas 15 jours d'admonestation et puis après vous pouvez recommencer un peu plus loin, changer d'école. Non, à l'époque, ça se terminait en place publique. Alors, il y a eu une loi en France, c'est la loi Nouchet, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la loi Nouchet? Eh bien, c'est la loi Nouchet qui criminalise ce qu'on appelle l'homophobie. C'était en 2004, c'est pas vieux, hein. 2004, c'était quoi? C'était il y a 13 ans, hein. C'était il y a 13 ans. Nouchet, Sébastien Nouchet. En 2004, un homosexuel, Sébastien Nouchet, a été brûlé vif parce qu'il est homosexuel. Ça, c'est dégueulasse. Hein. Imaginez, le gars il est homosexuel, tac, on l'attrape, on l'asperge d'essence et on le brûle. Mais c'est dégueulasse. Alors, le garde des Sceaux, Dominique Perben, à l'époque, a dit « Ah non, j'ai été bouleversé parce qu'il est arrivé à Sébastien Nouchet, il fallait faire quelque chose. » Vous imaginez, la France, pays de barbares. Et alors, il a été tellement bouleversé qu'il a proposé un projet de loi qui a été adopté le 30 décembre 2004. Et la loi contre l'homophobie, ou loi Nouchet. Et Dominique Perben a dit, cette loi, c'est au fond quelque part la loi Nouchet, pour faire prendre conscience à chacun qu'il est hors de question de s'en prendre comme ça à des minorités, quelles qu'elles soient. Ah bah oui, alors attendez, en France, on attrape des gens parce qu'ils sont pas comme vous et on les brûle. Vous vous rendez compte le pays de sauvage, la France? C'est là que vous habitez, vous? Moi, c'est rigolo, j'ai pas vu ça, moi. Alors, l'agression dont a été victime Sébastien Nouchet, c'était peut-être pas une agression homophobe. Puis c'était peut-être pas une agression non plus. Et puis le gars qui a été mis en prison pour l'agression homophobe, il est ressorti blanchi. C'est-à-dire qu'en fait, Sébastien Nouchet, il s'est brûlé tout seul. Il n'y a pas eu d'agression. Il n'y a pas eu a fortiori d'agression homophobe. C'est-à-dire qu'on a monté un bateau pour faire passer une loi. Et quand la vérité a été su, la loi elle est restée. N'inquiétez pas. C'est sous cette loi-là qu'on vit. Sébastien Nouchet n'a pas été victime d'un crime homophobe. Alors, je ne sais pas quel est le fin mot de l'histoire, parce que j'ai regardé ça sur Internet, j'ai retrouvé tout ce qui avait été écrit en son temps sur la chose, mais soit il s'était suicidé, soit il s'est peut-être brûlé en faisant un barbecue, vous voyez ce que je veux dire, quand on se brûle. Alors, il y avait une photo qui a circulé de Sébastien Nouchet, c'était vraiment hideux à voir. Il y avait le visage brûlé. Ça peut être un accident de barbecue, hein. Ça arrive. Ça arrive. Il n'y a pas d'agression homophobe en France. Mais il y a une loi, la loi Nouchet. Voilà. L'importance numérique de ce qu'on appelle les LGBT est absolument démesurée dans l'imaginaire collectif. D'après un institut de l'Université de Californie, les LGBT sont
En tout, 3,5% des adultes. Pas plus, pas moins. Et la moyenne des citoyens, c'est cet institut de Californie qui a fait l'enquête, la moyenne des citoyens évalue le nombre d'homosexuels à 23%, c'est-à-dire 10 fois plus. Les gens croient que les homosexuels sont 10 fois plus importants qu'ils ne sont numériquement. C'est ça la banalisation de l'homosexualité, c'est de faire croire qu'ils sont plus nombreux qu'ils ne sont. Mais si les homosexuels sont 3,5% de la population, ça fait combien qui reste à qui on serait prié de foutre la paix avec ces histoires quand même? Eh bien, figurez-vous que maintenant, l'hétérosexualité devient une option. On a le droit d'être hétérosexuel, on a le droit de choisir d'être hétérosexuel. Je ne sais pas à quel âge j'ai choisi, moi je n'ai pas souvenir. Une professeure de sciences du langage à l'université de Paris 13, elle s'appelle Marie-Anne Pavot. Elle explique, écoutez bien, il est encore beaucoup trop fréquent que la sexualité soit vue comme une sexualité simplement hétérosexuelle, c'est-à-dire entre un homme et une femme, et souvent une sexualité procréative. Il est important de prendre en compte les autres sexualités qu'on appelle encore malheureusement alternatives ou minoritaires. Et elle conclut, l'amour ne peut pas faire du mal, la haine, oui. Parce que c'est de l'amour. Parce que c'est de l'amour. Et vous savez ce qu'il dit Dieudonné? Même avec beaucoup d'amour, ce qui en sortira n'ira jamais à la maternelle. À la source de ces horreurs, il y a un certain Alfred Kinsey. Alfred Kinsey a sorti dans les années 1940-50 un rapport qui a détruit les modèles sexuels américains, puis européens, puis mondiaux. C'est lui qui a banalisé, puis promu l'homosexualité. Il était lui-même homosexuel. Alors, il avait une femme, mais il en fallait une. Puis alors, il l'a fait participer à des orgies, je vous raconte. Il y a des témoignages de gens, quand ils arrivaient chez Kinsey, ils se tapaient d'abord monsieur, et après, ils allaient faire la même chose à madame. C'est-à-dire que madame Kinsey a été totalement complice de toute la dépravation de son mari. Et c'est lui qui a introduit la notion de sexualité des bébés. Les bébés ont des désirs sexuels. Kinsey était un pervers sexuel, c'était un pédophile payé par la banque à Rockefeller, qui a financé toutes ces pseudo-recherches qui étaient autant de... C'est des mensonges, c'est des constructions mensongères. Il n'a jamais été scientifique du sexe, c'est complètement faux. Et il était sataniste, il était ami d'un certain Aleister Crowley. Qu'est-ce que c'est que le satanisme, si ce n'est pas la pratique qui consiste à inverser les valeurs pour détruire la vie? Kinsey a correspondu pendant la guerre avec un officier nazi, le docteur Fritz von Bausek, qui a violé des centaines d'enfants en Pologne et ne sera jugé qu'en 1957 pour le meurtre d'une fillette. Ça veut dire que quand les Américains sont allés faire du ménage en Allemagne, ils n'ont pas arrêté tout le monde apparemment. Hein? Il y en a qui sont passés à travers les mailles. Kinsey s'est servi de l'expérience d'un des plus grands pédophiles américains, Rex King, qui filmait ses agressions. Et Kinsey a fait son travail sur la sexualité des enfants en filmant les ébats d'un criminel sexuel. Mais attendez, Kinsey, c'est la référence de l'ONU. Tous les cours d'éducation sexuelle qui ont lieu à l'heure actuelle dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles maternelles se réfèrent à Kinsey. C'est la référence. Il a fait violer des enfants par des pères incestueux qui racontaient les orgasmes de leurs victimes. Des pères disaient « Ah là là, je l'ai fait jouir » et ils notaient ça comme des données scientifiques. Inceste et pédophilie sont normaux pour Kinsey. Vous savez ce qui n'est pas normal? C'est l'inquiétude des parents. C'est parce que les parents en font un fromage que ça devient néfaste. Parce que les parents, ils font pression sur les enfants pour que les enfants disent « Un dit que tu n'étais pas d'accord ». Alors que si on laissait les enfants faire, tout le monde serait content. Les pédophiles en premier. C'est parce qu'on s'inquiète que la pédophilie n'est pas normale. Vous savez comment on a fait passer le libéralisme économique? Ça, c'est en histoire, c'est mon terrain. On a dit, les gens ne se révoltent pas parce que le pain est cher. Ils se révoltent parce qu'ils craignent que le pain ne devienne trop cher.
Et ils n'ont pas faim, ils craignent d'avoir faim, parce qu'ils craignent que le pain devienne trop cher. On a nié la réalité quotidienne des gens avant la Révolution, qui n'arrivaient plus à s'acheter un pain de plus en plus cher, en disant, les gens sont des arriérés, ils croient que le pain devient trop cher, et c'est pour ça qu'ils croient qu'ils ont faim. Eh bien, la pédophilie, c'est la même chose. Les enfants, les parents croient que leurs enfants ont été violés, parce que les enfants, vivant sous la pression de leurs parents, finissent par se plaindre d'avoir été violés, alors que si leurs parents leur foutaient la paix, ils seraient bien d'accord. C'est pervers, c'est pervers. Et c'est pas la peur de blesser un enfant en le violant qui le blesse, c'est le viol. D'accord? Et tout ça, c'est la caution scientifique de Kinsey. Kinsey a été financé par Rockefeller, c'est lui qui a déclenché la révolution sexuelle. Tout le monde peut coucher avec tout le monde, c'est bien, c'est la nouvelle norme. On a un sexe, à quoi ça sert le sexe? À faire joujou. On a un sexe pour jouer avec. Si on veut se faire des enfants, on passera par les laboratoires. La grossesse est un inconvénient. Ben oui, ça empêche de rigoler, alors on n'importe. Et l'homosexualité est promue. Eh ben tout ça c'est du Kinsey, et Kinsey est resté la référence. Et le credo de base de Kinsey, c'est les enfants sont sexuels dès la naissance. Les enfants sont sexuels dès la naissance. Renseignez-vous sur des sites promus soit par l'éducation nationale, soit par le ministère de la Santé, par tout ce que vous voulez, par l'université. Renseignez-vous sur ce qu'est la sexologie. Tous les sexologues se réfèrent à Kinsey. Tous les sexologues se réfèrent à l'idée que les enfants sont sexuels dès la naissance. Et Kinsey l'a fait valoir en violant des dizaines et des dizaines de gosses. À chaque viol, chaque fois que les enfants hurlaient ou s'évanouissaient, il notait orgasme, orgasme, orgasme. Un enfant qui s'évanouit ou qui hurle est un enfant qui jouit. C'est ça qui sert de base à la révolution sexuelle, qui n'est pas en cours, qui est en bout de course. Là. Parce que le cours, il a commencé en mai 68, pour ce qui nous concerne. Et là, on arrive au bout. Kinsey et le planning familial vont la main dans la main. En avril 2014, le sinistre Institut Kinsey s'est vu accréditer un statut de conseiller au Conseil économique et social de l'ONU. Et la France a voté oui. Donc maintenant, l'Institut Kinsey donne des conseils à l'échelle de la planète. Un institut fondé par un pervers sexuel violeur d'enfants sert de référence à toute la politique sexuelle mondiale. Aucune autorité scientifique n'a procédé à une enquête sur les écrits de Kinsey. Ces conclusions servent de base à l'échelle planétaire à un programme de sexualisation des enfants dès la maternelle. C'est la corruption des mineurs, c'est l'innocence, la pudeur, l'intégrité des enfants qu'on vise à détruire, et c'est l'avenir de l'humanité qui se joue. Il y a un espoir. Depuis que ce livre est sorti, des gens ont été alertés et des pédopsychiatres commencent à se mobiliser. Il va y avoir le 27 janvier à Paris une réunion de pédopsychiatres alertés par une pédopsychiatre qui a lu mon bouquin, puis c'est en train de faire le tour. Et le professeur Maurice Berger a signé un texte le 21 mai 2017, donc ça fait pas encore un an, un texte introductif à une pétition de professionnels de la psychologie qui demande qu'on arrête de sexualiser les enfants. Donc les choses sont en train de bouger. Et le professeur Berger, Maurice Berger, qui a fait une vidéo, a dit que quand on lui en a parlé au début, il n'y a pas cru. Et c'est comme ça que les choses se passent. Le crime est tellement énorme qu'on peine à le croire, donc on l'évacue. Et c'est comme ça qu'il se perpètre sous nos yeux, sans qu'on puisse y faire quelque chose, puisque les gens à qui on en parle ne le croient pas. C'est-à-dire que plus c'est gros, plus ça passe. Les jeunes, dans les lycées, dans les collèges, protestent contre l'éducation sexuelle. Ils en ont marre, ils disent ça suffit, ils sont saturés, ils sont écœurés, ils en ont assez. Écoutez les jeunes, la façon dont ils en parlent. Écoutez ce que raconte une élève de seconde. On nous a demandé d'écrire sur un papier anonyme nos rêves et nos peurs autour des relations sexuelles, et après on a mélangé, et l'intervenante a lu tous les papiers à voix haute. C'était terrible parce qu'elle se permettent d'interpréter ce qu'on avait écrit, et en plus, pour mon cas, elle n'avait rien compris, elle était complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire, vous avez des professeurs de français à qui on va dire de faire de l'éducation sexuelle, à quel titre ils sont compétents, excusez-moi.
Ensuite, il fallait se présenter, dire notre nom, notre caractère et notre humeur du jour, mais c'est intrusif tout ça, devant la moitié de la classe en plus. On nous oblige à en parler, et ça n'est pas normal. Ce ne sont pas des sujets dont on a envie de parler devant tout le monde, juste avec des gens qu'on a choisis et en qui on a confiance, c'est-à-dire pas devant toute la classe. Et là, les redoublants ont même tous demandé une dérogation pour ne pas y assister de nouveau. C'est-à-dire que quand les gosses savent qu'il va y avoir un cours d'éducation sexuelle et qu'ils ont déjà assisté à un, ils se font porter parole. On fait poser des préservatifs à des gamines sur des sexes turgescents en résine devant tout le monde. Des mômes de 13 ans. Allez ma chérie, montre-moi comment tu sais faire. Au cours de ce programme, un enfant de 8 ans a demandé à une formatrice ce que c'était que l'homosexualité. La réponse de la formatrice, c'est « Nous sommes tous un peu homosexuels ». Et il y avait une mère présente dans la salle qui a dit « Non, moi non, madame, moi non ». Eh bien, moi non plus. D'accord ? Tout ça, c'est du Kinsey, c'est du délire repris ad nauseam par les idéologues du sexe et du sexe pour les enfants. Depuis le 30 mars 2017, le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation ont lancé un programme d'éducation à la sexualité qui est désormais intégré dans les objectifs prioritaires du parcours éducatif de santé mis en place par l'Éducation nationale pour tous les niveaux scolaires de la maternelle au lycée. De la maternelle au lycée. C'est maintenant, c'est en cours. Il est dit, un volet de prévention aux maladies sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées, on y parle de l'inceste, de l'IVG, des mariages forcés, de la pédophilie, etc. Comme dit mon amie Judith Reisman. Judith Reisman, c'est cette américaine, c'est elle qui a dévoilé le poteau rose, qui a dévoilé que le fameux rapport sur la sexualité des bébés, c'était un rapport fait à partir du viol. Judith Reisman est venue en France l'année dernière. Elle est absolument héroïque dans ce combat. Elle a sa fille quand elle avait 11 ans, qui a été violée par le voisin du dessus, qui en avait 13. Et le voisin du dessus avait comme caractéristique, c'est qu'il avait toute la pile des Playboy de Hugh Hefner sur la table de nuit de son papa, il y avait accès. C'est-à-dire que plus on promeut la pornographie et plus on a des viols. Et la petite fille, la fillette de Judith Reisman a été violée à l'âge de 11 ans et elle n'a pas atteint l'âge adulte. Elle est morte avant d'atteindre l'âge adulte, elle ne s'est jamais remise de ça. Donc Judith est un exemple absolument merveilleux à suivre. Alors je peux pas vous recommander ce livre trop parce que je n'en ai pris que 2 exemplaires, mais il est disponible grâce au travail magnifique d'un traducteur, parce que c'est un gros livre, hein. C'est un gros travail de traducteur. Le monsieur qui s'est présenté à moi en me disant « Madame Sigaud, je vois que vous avez un problème de traduction, je peux assurer la traduction, je pose une seule condition, je ne veux pas être payé. » Merci. Donc c'est grâce à lui et à Judith Reisman qu'on peut voir ce livre sur la face obscure de la révolution sexuelle. Voilà, il faut absolument promouvoir ça. Et c'est grâce à Judith qu'on peut savoir la vérité, et c'est grâce à ce jeune homme et à Égalité et à Contre-Culture, qui a publié le livre. Parce que depuis que Judith Reisman a fait ce travail, elle a commencé il y a 30 ans, personne n'avait eu l'idée de le traduire en français. C'est chose faite maintenant depuis cette année. Voilà. Donc, le programme du ministère de la Santé dont je vous parle, qui est maintenant appliqué, le volet éducation, c'est l'éducation à la sexualité, c'est-à-dire qu'on va apprendre aux gosses à avoir des relations sexuelles. Najat Vallaud-Belkacem a déclaré sur Europe 1, il n'y aura aucune éducation à la sexualité, ni aucune éducation à la théorie du genre en primaire. Elle a écrit ça en 2014 et elle l'avait signé en 2013, c'est-à-dire qu'elle a menti. Elle a menti. On a le texte qu'elle avait signé en 2013, où les deux, la théorie du genre et l'éducation à la sexualité, étaient déjà inscrites pour cette tranche d'âge au bulletin officiel du 7 février 2013. Ces gens-là mentent pour faire passer leurs horreurs. Les cours à l'école sont obligatoires, c'est-à-dire qu'on passe par-dessus la tête des parents. Vous n'avez plus le droit de vous opposer à ce qu'on sexualise vos enfants dès le premier âge. La déclaration des droits de l'homme de l'ONU dit « Les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants ». C'est-à-dire qu'il reste des textes de loi dont on peut se prévaloir
pour essayer de lutter contre ça. Et le Code civil français dit « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. » Ça veut dire que ces gens-là passent au-dessus des lois mondiales et au-dessus des lois nationales. Et ces lois existent encore. Donc les professionnels dont je vous ai parlé tout à l'heure, de la psychologie et de la psychiatrie, font circuler une pétition, ils disent qu'ils ne lâcheront rien, et ils rappellent quelques fondamentaux concernant l'enfance. L'enfance est la période de la vie qui précède la vie sexuelle. Donc, sexualiser les enfants, c'est détruire l'enfance. C'est le titre du livre, La destruction programmée de l'enfance et de la famille. Sexualiser les enfants consiste à détruire l'enfance, période de formation de l'être humain. Si les enfants sont détruits, il n'y aura pas d'adultes. Il n'y aura pas d'adultes sains. La sexualité n'a pas à être séparée de la reproduction. C'est pas parce que la sexualité, la vie sexuelle procure un plaisir intense qu'on doit la séparer de sa finalité première, qui est la perpétuation de la vie. Il n'y a que deux sexes, masculin et féminin, il n'y a pas de troisième sexe. Ne cassez pas les pieds avec votre transgenre. Et le terme homosexuel est un contresens. Il faut le rappeler. D'ailleurs, le vice est à proscrire en tant que vice et pas en tant que vice fait par les uns ou pour les autres. Par les uns et pas par les autres. Je veux dire, des couples ou des pères qui ont des activités sexuelles déviantes et criminelles sont aussi criminels qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels. C'est le crime qu'il faut combattre. Chez les humains, parce que c'est comme ça, la sexualité se conjugue en couple pour la reproduction de l'espèce, de la vie, et la civilisation demande qu'on la pratique dans l'intimité et pas en public. Vous voyez le travail qu'il nous reste à faire ? Conclusion. L'article 222-32 du Code pénal dit que l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Euros. Hein? C'est pas des lois qui datent de Mathusalem et du franc. L'article 227-22 du Code pénal punit de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur de 18 ans. Eh ben, dites donc, il y a du boulot pour les juges, là. Il y a corruption de mineurs lorsqu'un individu s'efforce de profiter de la jeunesse et de l'inexpérience de sa victime pour l'initier à un vice et s'efforcer de s'en rendre esclave. Mais attendez, il faut y aller, là. Ça, c'est la loi. Et plus précisément, le droit pénal français punit le fait pour un majeur de faire participer ou assister à une réunion comportant des exhibitions ou des relations sexuelles à un mineur de 18 ans, même consentant. La loi est contre eux. Je vous parle de la loi française. Et cette incrimination reprend celle de l'article 334-2 de l'ancien Code pénal, qui punissait également de prison et d'amende quiconque aura habituellement attenté aux mœurs en excitant à la débauche ou en favorisant la corruption des mineurs de 18 ans ou même occasionnellement des mineurs de 16 ans. La peine est portée à 7 ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de 15 ans. Eh bien, vous savez ce qu'il reste à faire. Alors, c'est un bon sens parce que quand on voit qu'on éduque les enfants en bas âge. Eh bien, ça veut dire que le droit n'est pas appliqué, madame. Et après, on applique une. Mais madame, ça veut dire que les gens ne portent pas plainte. Ça veut dire que les gens ne portent pas plainte. Et je ne vous conseille pas de porter plainte individuellement, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Mais on est nombreux, on est plus nombreux qu'eux. Et l'association, alors c'est une association qui s'appelle l'Association pour la liberté politique, c'est une association catholique, dont je connais le fondateur, puisque j'ai donné une conférence, lui, nous avons donné une conférence ensemble l'année dernière, au mois de juin dernier. Lui, c'était sur le tsunami pornographique, et moi, c'était sur ce sujet-là. Et il nous a dit que l'association Liberté Politique avait déposé une plainte pour corruption de mineurs contre l'éducation nationale. Voilà. Donc la loi est avec nous. Ces gens-là passent par-dessus la loi. Sauf que maintenant, la loi, elle est nationale. Et que vaut la nation encore? Que vaut la nation? Voilà, alors j'en ai terminé pour aujourd'hui. Alors je vous recommande vivement de vous procurer le livre de Judith, parce que c'est le combat d'une vie. C'est le combat d'une vie. Judith Reisman est la cible
de campagnes haineuses de la part des différents lobbies, vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce qu'il... Alors, je l'ai rencontré en Croatie, où le gouvernement... pardon. Le gouvernement croate, le ministère de l'Éducation nationale croate a été approché par tous ces lobbies pédo, et pour faire de l'éducation sexuelle à l'école. Et des familles ont fait venir Judith Reisman pour contrer la propagande. Donc elle est venue, elle a été remarquablement accueillie, enfin elle a été accueillie comme une héroïne. Et elle est restée une petite huitaine de jours. Elle est venue 2 fois à Zagreb. La première année pour lancer sa campagne, la deuxième année pour la consolider et sortir son livre en croate. Et c'est là que je l'ai rencontrée, parce que j'y suis allée. Et elle m'a raconté le truc le plus délicieux. Elle me dit, quand ils n'ont plus su quoi raconter, ils ont dit que j'étais antisémite. Alors, comme elle s'appelle Reisman, il dit, celle-là, c'est la meilleure. Alors, elle a recherché sur la toile, sur YouTube, on retrouve l'interview que j'ai faite d'elle, où elle adore qu'on la traite d'antisémite, quoi, parce que ses parents ont quitté l'Allemagne à la fin des années 30, quand il était encore temps de partir. Et elle dit, j'ai plus un membre de ma famille encore en vie, quoi. Hein. Voilà. Donc maintenant je suis antisémite. Bah allez-y les gars. Ça me plaît beaucoup. Alors homophobe, pareil, ça la fait rigoler. Voilà, donc si vous avez des questions, j'espère que je vous ai pas trop passionné. C'est un sujet qui est très très éprouvant, parce que je vous dis d'abord, l'étude vous met l'estomac au bord des lèvres, et jusqu'à présent, on l'a perdu ce combat. Je dis bien jusqu'à présent parce que je suis sûr qu'on va le gagner. Mais là, à l'heure actuelle, ils ont gagné. Maintenant, il faut renverser la vapeur. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.